Bonjour à tous, capsule juridique numéro 208 du 25 mai 2024. Je vais vous parler aujourd'hui de la France et des USA. En France tout d'abord, le 2 mai 2024, l'association La Quadrature du Net déposait une nouvelle plainte, cette fois-ci devant la CNIL, contre le dispositif de surveillance, de vidéosurveillance algorithmique, donc potentiellement de reconnaissance faciale, effectué au prétexte des JO et sous l'appellation Projet Prevent PCP. Elle s'en expliquait notamment dans un article publié le même jour sur son site, et cet article dit ceci notamment, je cite, « L'expérimentation de la vidéosurveillance algorithmique VSA dans le cadre fixé par la loi des Jeux Olympiques adoptée l'an dernier n'en est pas une. Elle n'est qu'une manœuvre hypocrite destinée à légaliser par petites touches une infrastructure policière déjà massivement déployée en France. » Pour contrer cette stratégie, la Quadrature du Net lance aujourd'hui une campagne visant à nourrir l'opposition populaire contre la VSA, une technologie basée sur des techniques d'intelligence artificielle qui s'assimile à un contrôle constant et automatisé des espaces publics et qui marque un tournant historique dans la surveillance d'État. Une plainte a également été déposée devant la CNIL afin de dénoncer l'hypocrisie des promoteurs de la VSA et pointer l'incurie de l'autorité de protection des données personnelles, donc la CNIL. Depuis quelques jours, les services de police du pays et les services de sécurité des sociétés de transport ont légalement recours à la VSA. Fin avril, invoquant des afflux importants de personnes liées à des matchs de foot ou des concerts, la préfecture de police de Paris a en effet autorisé la SNCF et la RATP à utiliser les technologies de la start-up Wintix pour croiser les flux des centaines de caméras installées dans certaines gares et stations de métro parisiennes. Ces expérimentations, entre guillemets, vont se poursuivre jusqu'en mars 2025 dans le cadre juridique fixé par la loi relative aux Jeux Olympiques adoptée l'an dernier, et c'était une loi du 19 mai 2023. Qu'importe l'efficacité dérisoire de ces systèmes de surveillance automatisés des espaces publics. Pour le ministère de l'Intérieur, les industriels et leurs relais politiques, ces expérimentations servent avant tout à détourner l'attention, alors qu'en parallèle, des centaines de systèmes de VSA sont illégalement utilisés depuis des années par l'État, les collectivités locales ou les régies de transport. Il s'agit aussi de faire oublier qu'au croisement d'intérêts économiques électoralistes et autoritaires, les promoteurs de la technopolis travaillent depuis des années à l'imposition de la VSA partout sur le territoire. Le pire est à venir. De fait, les projets de loi visant à pérenniser la VSA en recourant aux applications les plus sensibles, à l'image de la reconnaissance faciale en temps réel dans l'espace public ou de la vidéo-verbalisation automatique des petites infractions, sont pour certains déjà dans les cartons. Fin de citation. Et je vous renvoie d'ailleurs à ce sujet à une capsule où je vous parlais de l'affaire Briefcam il y a quelques mois, il me semble que c'était je ne sais plus quand c'était d'ailleurs, début d'année ou fin d'année précédente. Mais voilà, j'essaierai de retrouver le numéro de cette capsule et si j'ai le temps, je vous la mettrai sous cette capsule-ci. Alors, dans la suite de l'article, la Quadrature du Net précise que son but est notamment de secouer la CNIL, dont le rôle devrait être normalement de s'opposer à de tels projets, qu'elle laisse pourtant proliférer tout en accompagnant le processus de légalisation. Il s'agit aussi de montrer que d'un côté on invoque une expérience entre guillemets au prétexte des JO, alors que d'un autre côté des déploiements de ces dispositifs sont prévus en toute illégalité, notamment dans les transports. Cette association crée un compte sur le réseau social Mastodon nommé Attrape Surveillance, compte qui, je cite, analyse les recueils des actes administratifs des préfectures et diffuse des alertes lorsque les autorisations de surveillance policière sont détectées. C'est ce dispositif qui a permis de repérer mi-avril les premiers arrêtés de VSA, donc ceux des concerts et matchs de foot. Dans les prochaines semaines, il permettra d'être averti des expérimentations de la VSA autorisées par les préfets afin de les dénoncer. Et la source donc, de ce que je vous lis, c'est évidemment ce même article. Alors c'est très bien, moi j'ajoute que créer un compte sur Mastodon, qui est clairement un réseau, alors je ne sais pas combien il y a de monde sur Mastodon, mais c'est probablement pas le public le plus réactif et le plus éveillé à ce genre de sujet. Enfin, je me trompe peut-être, mais je ne crois pas. Donc je ne crois pas que créer un compte sur ce réseau-là soit le plus adapté pour ça. Je rappelle qu'il a été créé essentiellement au départ quand les pouvoirs publics tiraient à boulet rouge sur Twitter qu'ils considéraient comme plus assez conciliant à leur goût. Idem pour la presse mainstream. Mais voilà, donc c'est une autre question. Peut-être qu'il faudrait suggérer à la Quadrature du net de doubler aussi son compte et de créer un compte Attrape Surveillance sur Telegram au moins, ou VK, ou je sais quoi. Mais à mon avis, sur Mastodon, je ne suis pas sûre que ça porte les fruits qu'il faut. Mais bon, par contre, évidemment, excellente initiative. Et je reviens à la plainte elle-même, qui concerne donc le dispositif qui s'appelle Prevent PCP.
expérimenté par la SNCF dans différentes gares françaises. La Quadrature du Net a examiné les affiches d'information qui étaient placées dans les gares concernées. Alors c'est essentiellement la gare de Lyon et la gare du Nord à Paris et la gare Saint-Charles à Marseille. Ces affiches indiquent que de septembre 2023 jusqu'au moins, entre guillemets, au moins, août 2024, la SNCF met en place un dispositif d'analyse automatisée des images à des fins de, je cite, détection des bagages abandonnés et de suivi de leurs propriétaires. Fin de citation. La plainte détaille les raisons pour lesquelles, selon la Quadrature du Net, le RGPD et la loi informatique et liberté ne sont pas respectés. Et notamment parce que le système mis en place permet de collecter des données biométriques dans des conditions qui ne sont pas acceptables au regard des règles en vigueur. Alors je ne vais pas plus loin dans les détails, mais je mets évidemment l'ensemble des liens nécessaires sous ma capsule. Et la Quadrature du Net demande à la CNIL, je cite, de contrôler la légalité, en particulier la licéité, la nécessité absolue, l'adéquation, la proportionnalité et le respect du droit d'opposition du dispositif Prevent PCP, mis en œuvre par la SNCF, au regard de la loi informatique et liberté à la lumière de la directive police-justice. Alors cette directive police-justice, c'est une directive européenne qui est moins connue que le RGPD, mais qui a été votée exactement le même jour. Et qui donc parle justement du traitement de données personnelles par la police et la justice. Elle demande aussi, je cite à nouveau, d'enjoindre à la SNCF de cesser d'utiliser ce dispositif et de supprimer toutes les données personnelles traitées par le dispositif, et enfin de sanctionner la SNCF pour l'utilisation du dispositif et les violations constatées à la loi informatique et liberté. Fin de citation. Affaire à suivre. Alors j'ai beaucoup de doutes sur le fait que la CNIL va faire quoi que ce soit. Et d'ailleurs, en rédigeant un ouvrage sur lequel je travaille, je me suis aperçu que, à propos de l'affaire Briefcam, dont je vous avais parlé, donc ces caméras avec reconnaissance faciale, en tout cas possiblement reconnaissance faciale avec simplement une activation d'une option dans le logiciel, une communauté de communes sur la Côte d'Or avait été sanctionnée par un tribunal administratif avant que, juste après, la Cour administrative d'appel ne réforme la décision. Et je me suis aperçue que la CNIL avait été donc informée de cette affaire. Elle avait publié un post sur Twitter. J'essaierai de vous retrouver le lien aussi. Et ce qui est intéressant, c'est pas tellement le post où elle dit on va faire une enquête, attention, c'est dangereux, que les commentaires en dessous de ce post. Et vous allez voir dans les commentaires que sur Twitter, la majorité des commentaires revient à dire écoutez, on n'a plus confiance en vous en fait. Vous ne faites qu'aider les pouvoirs publics à mettre en place des dispositifs, alors qu'en réalité, vous devriez vous élever et les sanctionner et empêcher ces pouvoirs publics de porter atteinte à nos libertés fondamentales. Donc manifestement, la confiance dans la CNIL s'est autant érodée que celle dans le gouvernement. Voilà, je vous mettrai le lien si je le retrouve. Alors en France toujours. Autre sujet, le Conseil constitutionnel a recommencé à faire du droit. Alors ça faisait longtemps et c'est déjà une bonne nouvelle en soi. Comme vous le savez, un projet de loi était récemment en discussion sous le titre de loi pour sécuriser Internet. En fait, le titre complet, c'est loi pour sécuriser et réguler l'espace numérique, donc SREN. Ce projet, qui avait été adopté le 10 avril dernier, prévoyait un délit d'outrage en ligne qui aurait dû être ajouté au code pénal dans 2 nouveaux articles du code pénal et qui sanctionnait tout contenu qui, je cite, porte atteinte à la dignité d'une personne ou présente à son égard un caractère injurieux, dégradant ou humiliant, ou crée à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante. Fin de citation. Délit qui, à suivre ce projet de loi, aurait pu être puni d'1 an d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende. Plus question donc, selon cet article, d'injurier quelque représentant que ce soit, voire sans doute à terme d'oser critiquer une politique gouvernementale, même avec preuve à l'appui. Enfin, argumentation à l'appui. Dans sa décision du 17 mai 2024, après avoir été saisie par toute une série de députés, je crois qu'il y en a un peu plus d'une centaine, la liste d'ailleurs est au début de la décision, le Conseil constitutionnel a toutefois considéré concernant cet article, je cite, « Il résulte des travaux préparatoires qu'en adoptant ces dispositions, le législateur a entendu lutter contre des faits susceptibles de constituer des abus de l'exercice de la liberté d'expression et de communication qui portent atteinte à l'ordre public et aux droits des tiers. Toutefois, en premier lieu, la législation comprend déjà plusieurs infractions pénales permettant de réprimer des faits susceptibles de constituer de tels abus, y compris lorsqu'ils sont commis par l'utilisation d'un service de communication publique en ligne. » Fin de citation. Alors à cet endroit, c'est après le paragraphe 75, le Conseil constitutionnel cite toutes les dispositions légales qui existent déjà pour réprimer des contenus de ce genre. Je ne vais pas vous les énumérer, vous irez voir si vous le souhaitez. Ensuite, il poursuit comme ceci, je cite à nouveau.
En prévoyant que le délit est constitué dès lors que le contenu diffusé soit porte atteinte à la dignité de la personne ou présente à son égard un caractère injurieux, dégradant ou humiliant, soit crée à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante, les dispositions contestées font dépendre la caractérisation de l'infraction de l'appréciation d'éléments subjectifs tenant à la perception de la victime. Elles font ainsi peser une incertitude sur la licéité des comportements réprimés. Il résulte de ce qui précède que les dispositions contestées portent une atteinte à l'exercice de la liberté d'expression et de communication qui n'est pas nécessaire, adaptée et proportionnée. Fin de citation. Et tout l'article est ainsi jugé contraire à la Constitution, dont acte. Je mets aussi évidemment le lien vers cette décision sous ma capsule. Aux USA à présent et au niveau fédéral, donc pour tout le pays, la Chambre des représentants, le Congrès donc, a adopté le 23 mai un projet de loi qui interdit à la Réserve fédérale de créer une CBDC. Alors pour rappel, CBDC c'est Central Bank Digital Currencies, donc c'est monnaie digitale de banque centrale. Et pour ceux qui ne le sauraient pas encore, la Réserve fédérale n'est absolument pas fédérale, c'est une société privée en fait. Ça vaut le coup de vous renseigner là-dessus parce que ça a beaucoup d'implications dans la compréhension de ce qu'on vit depuis 4 ans et plus. Alors, la loi à venir, si elle est votée ensuite par le Sénat, se nommerait, si on traduit le titre de manière littéraire plutôt que littérale, CBDC, loi anti-surveillance d'État. Et petit extrait de l'un des articles de presse en ligne dont je mets le lien sous ma capsule, je cite, le projet de loi introduit par le député Tom Emmer vise à empêcher la Banque centrale américaine de poursuivre ses efforts en faveur du développement d'un dollar numérique. Les républicains ont exprimé leurs inquiétudes quant au fait qu'une CBDC américaine pourrait être utilisée pour contrôler les Américains. Les démocrates ont déclaré lors du débat précédant le vote de jeudi que les inquiétudes étaient exagérées et qu'une interdiction bloquerait l'innovation et la recherche dans le secteur public. Au total, 213 républicains et 3 démocrates ont voté pour le projet de loi, donc 216 au total, tandis que 192 démocrates ont voté contre. Dans une capsule un peu plus ancienne, j'avais déjà fait la réflexion qu'il allait falloir tout réapprendre en politique, et c'est à nouveau le cas ici, puisque des démocrates, que je mets entre une douzaine de guillemets, viennent s'étonner que des inquiétudes soient formulées à l'encontre des CBDC et estiment, donc toujours des démocrates, qu'il faut éviter de bloquer l'innovation et la recherche publique. Alors que d'un autre côté, les républicains prétendument plus à droite et prétendument plus axés sur le capitalisme s'inquiètent pour le respect des libertés fondamentales. Mais on a tous compris que ces classifications politiques, depuis 2020 au moins, n'ont absolument plus aucun sens. Souvenez-vous aussi du rapport déposé en France par 3 députés socialistes qui vantaient presque ouvertement les méthodes de contrôle de la population adoptées en Chine pendant la pandémie en disant qu'il serait dommage de les exclure sans y réfléchir. C'était également des socialistes. Donc voilà, moi je ne fais pas de politique ni sur cette chaîne ni ailleurs, d'ailleurs je m'en fous, mais par contre il faut admettre que les grandes catégories et les cases dans lesquelles on rangeait les partis n'ont absolument plus aucune raison d'être et que ce qui les motive n'est clairement plus, on va dire, les intérêts sur lesquels ils basaient leur politique depuis quelques centaines d'années. Alors, revenons donc à notre loi anti-état de surveillance et anti-CBDC. Le vote, je vous l'ai dit, a été assez serré, 216 pour, 192 contre. Si on lit l'article publié par le député qui a proposé ce texte, c'est plutôt une proposition de loi d'ailleurs, si c'était un député et pas un projet. Alors j'ignore si le droit américain fait la même distinction que chez nous, vous le savez peut-être pas, mais en France, on parle de proposition de loi quand ça émane d'un député ou d'un sénateur, donc pouvoir législatif, et on parle d'un projet de loi quand ça émane d'un ministre, donc pouvoir exécutif. Mais peut-être qu'aux États-Unis, on ne fait pas la distinction, je n'en sais rien. Donc je reprends, le site du député en question dit ceci, je cite. Depuis plus de 2 ans, nous avons travaillé pour éduquer, accroître le soutien et adopter cette législation importante, donc celle qui lutte contre les CBDC, qui empêche les bureaucrates non élus de publier un outil de surveillance financière visant à saper fondamentalement nos valeurs américaines. Ma loi garantit que la politique des États-Unis en matière de monnaie numérique reste entre les mains du peuple américain, afin que tout développement de monnaie numérique reflète nos valeurs de confidentialité, de souveraineté individuelle et de compétitivité sur le marché libre. C'est ce dont la future économie numérique mondiale a besoin. Nous sommes fiers d'avoir dirigé cet effort et remercions mes collègues pour leur soutien. Petit aparté, il ne vise pas à interdire toutes les monnaies numériques, il vise juste à interdire la monnaie numérique de banque centrale, celle justement qui permet cette surveillance étatique absolue.
Contrairement aux crypto-monnaies décentralisées, une CBDC est une forme numérique de monnaie souveraine, conçue, émise et surveillée par le gouvernement fédéral. Il s'agit d'une monnaie programmable, contrôlée par le gouvernement qui, si elle n'est pas conçue pour limiter l'argent liquide, pourrait donner au gouvernement fédéral la capacité de surveiller et de restreindre les transactions des Américains et de surveiller tous les aspects de leur vie quotidienne. Et ce n'est pas une hyperbole, nous avons vu des exemples de gouvernements développant ce type d'outils et les utilisant pour militariser leur système financier contre leurs citoyens. En Chine, le Parti communiste utilise une CBDC qui peut être utilisée pour surveiller les habitudes de dépenses des citoyens. Plus près de chez nous, dans l'hémisphère occidental, le gouvernement canadien a démontré le pouvoir de la surveillance et du contrôle financier fédéral en gelant les comptes bancaires de centaines de camionneurs qui protestaient contre l'obligation vaccinale contre la Covid en 2022. Il est naïf de croire que votre gouvernement ne transformera pas en armes les outils dont il dispose pour vous contrôler. Il n'est pas surprenant que l'appétit pour la surveillance financière puisse être une proposition attrayante ici, même chez nous. En 2023, la Maison-Blanche, je cite toujours, la Maison-Blanche a publié un décret conférant une urgence à la recherche et au développement des CBDC et les rapports de l'agence sur ce décret ont clairement indiqué que l'administration Biden n'est pas seulement impatiente de créer une CBDC, mais qu'elle est intéressée par en déployer une, ce qui pourrait porter atteinte au droit à la vie privée de chacun de nos citoyens. Le Congrès ne peut pas permettre que cela se produise. Mon projet de loi garantit que la politique américaine en matière de monnaie numérique reste entre les mains du peuple américain et non de l'État administratif, afin que tout développement d'une monnaie numérique reflète nos valeurs américaines, la vie privée, la souveraineté individuelle et la compétitivité du marché libre. Je cite toujours, cette législation affirme que si le gouvernement fédéral cherche à créer une version numérique de dollar américain, il ne peut le faire qu'avec l'autorisation explicite du Congrès. Ils peuvent le faire, mais ils doivent obtenir l'autorisation du Congrès et ils doivent rendre l'information ouverte, sans autorisation et privée. Tout ce qui sera finalement développé doit imiter les principes fondamentaux du cash. En termes simples, toute monnaie numérique émise par le gouvernement doit encore une fois être ouverte, sans autorisation et privée. Il ne peut pas être utilisé de la même manière que les Chinois ont déployé leur yuan numérique pour conférer un crédit social à leurs citoyens en fonction de leurs achats et de leur comportement. Ces types d'outils ne peuvent pas exister dans une société libre comme la nôtre, et nous ne devrions accepter qu'une monnaie numérique conforme à nos valeurs américaines. C'est ce dont la future économie numérique mondiale a besoin. Si elle n'est pas ouverte sans autorisation et privée, comme l'argent liquide, une CBDC n'est rien de plus qu'un outil de surveillance du type Parti communiste chinois, qui sera finalement utilisé pour opprimer notre mode de vie américain. Si la Chine l'accepte, vous savez que cela vaut la peine de s'y opposer. Fin de citation. Donc désolé, c'était un peu long, mais il me semble que c'était quand même très important. Et j'ai souvent parlé des CBDC dans ces capsules. Je vous avais dit notamment dans une capsule qu'au Canada, je crois que c'était la Banque centrale du Canada qui avait elle-même admis que s'il n'y avait pas un minimum d'acceptation dans la population, mais ça ne marcherait pas. Et je vous avais rappelé à ce moment-là que si le public disait non, eh bien il reculait. Eh bien c'est la même chose. Ici, il faut donc se réjouir de ce vote au niveau du Congrès et évidemment, tout reste encore à faire au Sénat. On ne sait pas du tout ce que ça va donner comme débat, mais c'est très intéressant et évidemment, c'est à suivre de près. Et voilà ce que j'avais pour vous aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end et tenez bon. Au revoir.